Nous allons d'ailleurs tout de suite nous intéresser à une méthode pour répondre à cette question. La méthanisation agricole produit-elle de l'énergie? Bonjour Régine Ferron. Vous êtes agronome spécialisée en économie. Vous avez enseigné durant plus de 30 ans dans des lycées agricoles en privilégiant une approche globale et systémique des exploitations. Dès 2002, vous avez par exemple présenté le scénario Négawatt à vos élèves que vous avez découvert en suivant de près les travaux de Solagro sur les efficacités énergétiques dans différents systèmes de production. Philippe Pointreau en parlait. Vous vous intéressez depuis 2019 à la méthanisation et vous vous êtes questionné. Alors, Régine, d'après votre expertise, quel est le bilan énergétique de la méthanisation? Voilà. Voilà. Donc, Pauline, donc tu as déjà, souvent on se tutoie par ailleurs, donc moi je continue à tutoyer les gens que je tutoie. Donc, tu as déjà présenté un petit peu ce que je voulais dire en introduction, parce que mon cursus est extrêmement important pour expliquer comment moi je traite la question du bilan énergétique de la méthanisation. Philippe a dit tout à l'heure, je pense que le bilan de la méthanisation énergétique est très bon. Et moi, j'ai rien trouvé dessus. Donc, je me suis construit ma méthode pour répondre à cette question pour laquelle je ne trouvais aucune réponse nulle part. Nulle part. Donc, je suis agronome, voilà, tu as expliqué tout ça. J'ai travaillé en lycée agricole. J'ai enseigné l'économie. C'est très important parce que la gestion, parce qu'en fait, je me suis intéressée à la question comment les agriculteurs constituent leurs revenus. Bien sûr, un revenu, c'est une différence entre des produits et des charges. Et on peut soit augmenter les produits, soit diminuer les charges. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressée à ceux qui faisaient leurs revenus en diminuant leurs charges, donc au réseau agriculture durable, les CIVAM, etc., qui, tu en parlais tout à l'heure, donc ont utilisé le diagnostic planète mis en œuvre par Solagro pour calculer les bilans énergétiques sur leurs exploitations agricoles. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant et ça répondait tout à fait à ma question, c'est-à-dire en fait, on peut à la fois faire des économies sur le plan économique et les faire sur le plan énergétique avec des bilans qui sont tous les deux positifs. Donc, pourquoi je me suis intéressée à la méthanisation? Alors, ça fait 5 ans précisément, je vais vous dire pourquoi. Au départ, quand même, bon, c'est quand même partie du plan énergie, méthanisation, autonomie azote qui a été mis en place par Stéphane Le Foll en 2013. Et déjà à l'époque, René Loy n'est pas là, mais il avait organisé pour le conseil régional donc un colloque en 2013 sur la méthanisation. Et déjà, ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille. Mais moi, je suis militante antinucléaire aussi, puisque tout le monde avance ça. Mais non seulement je suis militante antinucléaire, mais je suis présidente de mon association locale de sortie du nucléaire. Donc, faut pas me faire me donner des leçons de morale sur le nucléaire. Et donc, je m'y suis intéressée très précisément quand un ambassadeur Ngaouat qui était en même temps universitaire spécialisé dans les énergies renouvelables, m'a questionné dessus parce qu'il m'a dit je me pose des questions, je n'ai pas les réponses. Toi qui es agronome, qu'est-ce que tu en penses? Et à l'époque, je lui ai dit mon pauvre ami, j'en pense rien parce que je n'ai pas travaillé dessus. Alors, c'était le 30 janvier 2019, je m'en souviens, et depuis 5 ans, je travaille là-dessus, ce qui m'a permis effectivement de me faire une opinion un peu plus argumentée que bon, des idées générales comme ça, anti-méta par principe, je ne sais pas quoi. Donc, moi, plus j'ai creusé la question, plus j'ai trouvé que les arguments mis en avant étaient inconsistants. Alors, j'ai appelé ça l'insoutenabilité l'insoutenable légèreté des arguments. Donc, les éléments de langage, très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on entend dire sur la méthanisation? Il serait vert, propre, renouvelable et durable. Il valoriserait des déchets. La production d'énergie alimenterait le territoire environnant en énergie locale décentralisée. Il serait peu émetteur de gaz à effet de serre, donc bénéfique pour le climat. Le digestat serait un fertilisant et un amendement pour le sol, c'est-à-dire apportera à la fois les éléments minéraux et l'humus. Cerise sur le gâteau, la méthanisation sera un tremplin vers la transition agroécologique, voire biologique. Voilà, comment on peut être contre? Alors moi, je récuse à peu près complètement tous ces arguments. Et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ciblé la production d'énergie, les questions climatiques, comme tu l'as dit, les questions agronomiques. Et donc, moi, je vais m'intéresser à la production d'énergie.
Donc, je voulais vous faire un petit focus sur ce qu'on entend dans la presse locale, mais là, j'ai passé très vite. J'étais tombée sur un article suite à une information qu'on avait eue sur des pollutions olfactives liées à un méthaniseur, mais quand même, c'est relativement intéressant. C'est un méthaniseur qui était inauguré il n'y a pas très longtemps dans le Loiret, à côté d'Orléans. Et le titre, alors voilà, donc le titre de la presse, c'était la nouvelle centrale biogaz va alimenter 2000 foyers de l'agglomération donc orléanaise. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, je vais voir combien produit ce méthaniseur. Eh bien, je n'ai pas trouvé. L'objectif du projet, c'était sur 2,5 hectares de produire du gaz renouvelable. Ça, c'est ce qui était dit dans les articles de presse. Et en fait, il a fallu que j'aille chercher le dossier en préfecture, le dossier donc de demande d'enregistrement déposé par les pétitionnaires pour trouver la production de ce méthaniseur 2000 mégawattheures qui allait alimenter 2000 foyers. Alors 2000 foyers, alors je me suis rendu compte en baladant beaucoup sur les dossiers comme ça que le foyer alimenté c'était devenu la nouvelle unité de mesure de la production de gaz par les méthaniseurs. Sauf que c'est pas toujours la même quantité par foyer, donc. Et je me suis dit, mais ces 2000 mégawattheures, ils consomment combien? Donc j'ai regardé, j'ai cherché. On a à peine la nature des intrants, on n'a pas les quantités, donc on ne peut pas calculer exactement ce qui s'est passé. Et moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé, pas sur ce cas-là parce que je n'avais pas les données, mais je me suis construit mon cas théorique pour calculer combien sur les 2000 kWh qui sont injectés dans le réseau, il y a de consommation directe et indirecte en amont pour faire un bilan net de la production d'énergie. Donc, la méthanisation transforme des intrants en biométhane injecté dans le réseau. Ça, c'est l'injection. Mais combien en produit-elle vraiment? Moi, j'ai fait de la gestion, de la comptabilité gestion pendant 30 ans avec mes étudiants. Un bénéfice, pour moi, c'est la différence entre une production brute, des consommations, et quand on enlève les consommations en production, il reste le résultat qui est un bénéfice ou une perte. L'énergie, c'est la même chose. Si on transforme les mégawattheures les euros en mégawattheures, c'est bien ça que je cherche, le résultat. J'ai pris l'exemple donc d'une énergie injectée qui serait 40 mégawattheures. Si les consommations s'élèvent à 5 mégawattheures, mon bénéfice n'est que de 35 et non pas de 40 injectés dans le réseau. Si mes consommations intermédiaires sont de 12 mégawattheures, mon bénéfice il n'est plus que de 28. Et si mes consommations sont de 60 mégawattheures, mon résultat, mon bénéfice, il devient négatif. Donc, je trouve assez scandaleux qu'on nous dise que la production d'un méthaniseur sera par exemple de 40 mégawattheures, alors qu'on n'a jamais mis en face les consommations qui étaient obligatoirement liées à cette production, puisqu'on ne pourrait pas produire ces 40 mégawattheures si on n'avait pas donc les consommations de l'autre côté. J'ai rien inventé. Ça, Philippe Pointreau va le reconnaître, c'est le schéma du diagnostic planète qui était mis en œuvre par Solagro. C'est pas que Solagro qui l'avait conçu, mais c'est celui sur lequel moi j'ai eu l'occasion de travailler en tout début des années 2000, donc avec mes étudiants. C'est exactement ce schéma-là. Combien il sort? Alors, il y avait aussi les gaz à effet de serre, c'est pas moi qui en parle ce matin, c'est Jean-Pierre Chouany. Combien on sort, pour combien on a rentré d'énergie directe et d'énergie indirecte, et on fait le solde. Et ça, on ne le trouve plus nulle part. Donc, il me reste combien de temps de parole là? Ça va, Régine, vas-y. Ouais, voilà. Bon. Donc, je vais un peu au pas de course, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu nouveau que je traite de façon un peu originale, donc c'est difficile d'aller trop vite. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai modélisé une exploitation standard, j'ai standardisé une exploitation. Donc là, Xavier tout à l'heure parlait des accidents. Il ne peut pas y avoir d'accident dans mon cas puisqu'il est en quelque sorte idéalisé. Donc voilà, c'est un peu un cas d'école. Cette exploitation, je l'ai construite à partir d'une étude qu'a fait Jean-Pierre Chouany, qu'il va nous présenter tout à l'heure, parce que c'était la seule source d'information qui me permettait de mettre en face de l'énergie injectée, produite et injectée, les consommations, toutes les consommations, y compris les consommations structurelles en matière de construction du méthaniseur, consommation du fonctionnement, etc. Et je suis partie de là, de très peu d'informations. Je suis partie juste du fait que Jean-Pierre avait, dans sa simulation, a indiqué que le volume d'intrants serait de 18 000 tonnes, avec le pourcentage d'effluents d'élevage, ce qui m'amenait à un effectif de 420 vaches laitières.
Il imposait aussi les 80 hectares. Alors, ce n'était pas de maïs, il y avait du maïs et de l'herbe, mais peu importe, moi, j'ai transformé comme ça. Et donc, à partir de ça, j'ai calculé mon cas. Je vais vous le montrer donc dans les diapos suivantes. Et j'ai aussi utilisé donc les données du référentiel Planète, qui date un peu, puisque le dernier référentiel, enfin le seul référentiel que je connaisse, il datait de 2002, mais ça n'a pas énormément changé. Donc, voilà. Donc, j'ai appelé ça le cas Joigny, clin d'œil à Jean-Pierre Joigny. Donc, merci beaucoup pour m'avoir permis de faire ce travail. Donc, je modélise mon exploitation. La SAU est 540 hectares. La surface fourragère, donc SAU, je précise pour ceux qui ne sont pas enfin, connaissent pas bien les termes agricoles, donc surface agricole utile. La surface fourragère principale est de 400 hectares, que j'ai réparti, j'ai refait tous les calculs. Je sais faire un plan alimentaire, un bilan fourrager, construire un assolement, etc. Donc, mes chiffres sont incontestables, à peu près. Donc que j'ai réparti en prairies 175 hectares et 225 hectares de maïs, c'est ça qu'il faut pour nourrir mon cheptel, qui est donc de 420 vaches laitières, 168 génisses élevées, 672 UGB. Par le chargement, ça colle à peu près. Donc, c'est cohérent. Et donc, sur mes 540 hectares, il me restait, c'est donc mon système de départ, il me restait 140 hectares de blé. Voilà. J'introduis mon méthaniseur qui consomme 80 hectares de maïs. Je les prends sur le blé. Il me reste donc normalement 60 hectares de blé, mais en fait que 57 parce que j'ai prélevé les 3 hectares artificialisés comme emprise au sol donc de mon unité de méthanisation. Et sur les 400 hectares de surface fourragère qui me restent, j'ai transformé 40 hectares de prairies en maïs en silage, tout simplement parce que les dérobés qu'avant l'agriculteur censé mener cette exploitation utilisait pour l'alimentation de ses vaches, donc sont transformés en cives et donc mises dans le méthaniseur. Donc, forte augmentation du maïs en silage. Et en fait, par rapport à ce qu'a dit Xavier tout à l'heure, je suis exactement dans ce schéma-là, c'est-à-dire retournement de prairies pour faire du maïs, soit pour mettre dans le méthaniseur, soit ici pour des besoins d'intensification. Mais après avoir construit ça, je me suis dit, mais ça colle exactement à la réalité qu'on voit sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui change? C'est ma dernière colonne. Moins 40 hectares de prairies, plus 120 hectares de maïs, dont 40 remplacent l'herbe et 80 rentrent dans le méthaniseur, et moins 83 hectares de blé. Donc, c'est à partir de ce schéma-là que j'ai jamais vu faire nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'il consiste à voir vraiment l'impact sur le système de production de l'introduction de la méthanisation, que j'ai après fait mon bilan. La méthanisation, quelles conséquences? 18 000 tonnes d'intrants, donc 50 tonnes par jour, donc c'était pour voir dans quel régime juridique donc ça se trouvait, 70% de lisier, 15% de cives, 15% d'ensilage de maïs, ça c'était imposé par le schéma proposé par Jean-Pierre Joigny dans son étude, ce qui produit 6500 MWh de biométhane injecté dans le réseau gazier, plus du digestat. Pour faire joli, j'ai fait un petit schéma, donc mes 18 000 tonnes d'intrants rentre dans le méthaniseur, il sort 6500 MWh de biométhane injecté, et de l'autre côté, je vais avoir du digestat, matière organique plus eau, plus du gaz carbonique, plus des gaz parasites, H2S, N2O, etc. Je ne vais pas m'apesantir sur ce tableau, on y reviendra s'il y a besoin tout à l'heure. C'est le tableau qui m'a permis de calculer les 6500 mégawattheures, c'est-à-dire je n'ai pas sorti de mon chapeau, hein, j'ai repris strictement les intrants, les pouvoirs méthanogènes, le pourcentage de CH4, les fuites, enfin, etc., la conversion des mètres cubes de biométhane, de biogaz en biométhane avec un coefficient, bon, celui qu'on trouve sur la facture de gaz, hein, de 10,5 kWh par mètre cube aux normes de biogaz, de biométhane, et donc ça m'a donné mes 6500 kWh. Alors, et après, ben, j'ai calculé le solde, c'est-à-dire j'ai bien 6500 MWh d'injecter dans le réseau, mais combien ça m'a coûté? Donc, vous voyez mon tableau, c'est comme tout à l'heure à droite avec mes 40 MWh
d'entrée que j'avais de production, bah ici c'est 6500 et à gauche, à droite c'est les débits, les crédits, à gauche c'est les débits, bah, j'ai enlevé toutes les charges successivement. Alors les charges, c'est là que l'étude de Jean-Pierre Joigny m'a été extrêmement précieuse. J'ai repris strictement toutes les lignes qu'il avait dans son étude. Consommation d'énergie, conception, construction, entretien du site, 80 MWh. On voit que c'est pas beaucoup parce qu'en fait, c'est de l'amortissement sur, et encore, je pense que j'ai écrit sur 15 ans. Donc, voilà, 80 MWh. Les cultures, maïs, cives, culture, récolte, ensilage, donc 800 MWh. Ça, j'ai dû le reprendre en grande partie sur le référentiel Planète conçu par, enfin, utilisé par Solagro. Collecte, transport, introduction dans du lisier, donc dans le méthaniseur. J'ai repris des données moyennes, prises d'ailleurs de l'étude conseil régional que mène Solagro sur les distances moyennes et les coûts par kilomètre. Fonctionnement du digesteur, bah, c'est pompage, malaxage, chauffage, etc. Jean-Pierre, dans son étude, a 10% retient 10%, donc j'aurais pu mettre 650, mais j'ai revalorisé le gaz de l'épuration. Les fuites, je les ai enlevées des 6500, donc je ne les ai pas recomptées là. La purification du biogaz en biométhane injecté, donc 650 MWh. Torchère, arrêt accidentel, déconstruction en fin de vie. J'ai été extrêmement pessimiste dans mes hypothèses. J'ai mis epsilon parce que je ne sais pas trop, mais si on creusait l'étude, et je pense qu'il faudrait le faire, on aurait des chiffres en face qui augmenteraient encore la consommation d'énergie. Total des consommations, 2140. Et donc, du coup, ma production nette, elle n'est pas de 6500, elle est de 4360. Donc, c'est un mensonge quand on dit que ce méthaniseur, imaginez, mais c'est les 22 000 de tout à l'heure du méthaniseur du Loiret et de tous les méthaniseurs, c'est un mensonge. Il ne produit pas 6500, il produit que 4360. Et encore, comme vous le voyez, c'est ma production nette V1, version 1, parce que il y a une question que moi, agronome, sensibilisé, donc très sensibilisé aux questions d'approche globale et d'incidence de l'introduction d'une modification dans un système de production. Moi, j'ai vu tout de suite, mais je me dis, mais il y a quand même 80 hectares de blé qui ont disparu. Et ça, personne n'en parle. Donc moi, en bonne comptable, que mégawatts ou euros, c'est la même chose, ben, je les ai introduits. Et donc, ben, je suis repartie de mon petit schéma de tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce qui change? Ben, j'ai 40 hectares d'herbe en moins, mais 40 hectares de maïs en plus, donc ça va coûter plus cher. Et puis, ben, j'ai mes 83 hectares de blé en moins. C'est de l'énergie qui aurait servi à quelque chose. J'ai comptabilisé l'énergie que représentait toute cette variation. C'est tout en bas, les 80 hectares supprimés plus les 3 hectares artificialisés à 48 MWh par hectare, ça fait 3980 MWh. Et les 40 hectares de prairies remplacées du maïs qui vont coûter plus cher, bah, ça me fait un total de 4100 MWh. Je continue donc mon tableau. Si j'enlève les productions en moins, et c'est important parce que vous voyez que c'est beaucoup plus important ces chiffres-là que l'autre d'avant, ça me fait un total de charge de 6240 MWh. Et donc, ma production nette, tout étant déduit, y compris le détournement des hectares dans le méthaniseur, ça me fait plus que 260 MWh. Si on raisonnait, ce que je ne fais pas habituellement, mais je vais quand même le faire ici, en taux de retour sur investissement énergétique, eh ben, les 6500 sur les 2140, ça me donnerait à peu près 3. Et les 6500 sur les 6240, ça me fait à peu près 1. Donc, un taux de rendement énergétique qui est très mauvais. Enfin, de très médiocre à très mauvais. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut prendre en compte ces hectares qui disparaissent. Et le problème auquel on est confronté, c'est que toutes les études qui sont présentées et toutes les comment dire, tout l'argumentaire en faveur de la méthanisation partent du principe qu'il n'y a pas de culture énergétique dédiée. C'est-à-dire, dans le scénario after, il est dit, mais non, nous, on ne détourne pas de culture, on n'utilise que des cives et des déchets. L'ADEME fait pareil. Hein, moi, j'ai compilé, comme l'ADEME n'est pas venu, j'avais compilé quelques informations. À chaque fois, la question du détournement des hectares de culture qui servaient à autre chose est complètement occultée comme si ça n'existait pas. Alors, non seulement ça existe, mais c'est de plus en plus important. Et voilà.
Donc, ce que nous enseignent ces chiffres. La remarque préliminaire, c'est que je voulais quand même préciser. Je suis dans les 15 minutes, là, toujours? Non. Non, bon, alors, bon, l'exemple est assez conforme à ce qu'on peut observer dans la réalité. Mes taux de pourcentage sont tout à fait conformes, voilà, à ce qu'on peut voir. L'exploitation est importante, mais on peut très bien la transformer en 5 ou 6 exploitations de taille plus réduite, ça reviendra au même. L'approche globale et systémique permet seule d'appréhender les enjeux de manière exhaustive. Se chauffer ou manger, on m'a dit, mais dis pas ça, on peut faire les deux. Non, non, on peut pas faire les deux. Un hectare peut pas à la fois produire de la nourriture et, du, et de la biomasse énergie, pas le même hectare, et on est sur une planète finie, j'en suis désolée. Donc, un rendement énergétique désastreux. Il faut gérer la rareté, c'est-à-dire il faut affecter les facteurs de production à leur usage le plus énergétique. Est-ce que la biomasse est une énergie vraiment renouvelable? Il faudrait déjà s'entendre sur le terme de renouvelabilité et en plus le coût exorbitant. Conclusion et perspective, la méthanisation produit-elle vraiment de l'énergie? Pas de réponse simple. La production est globalement dérisoire. Mais ça dépend, effectivement, ça a déjà été dit juste avant moi, ça dépend de la nature des intrants, de leur origine, et ça dépend surtout des alternatives qui permettraient d'atteindre aussi bien, voire mieux, les objectifs de transition énergétique et agroécologique. Donc, chaque projet doit être analysé spécifiquement et rigoureusement, avec des outils d'analyse et de décision adaptés et incontestables qui restent à construire, parce que malheureusement, depuis qu'on a abandonné Planète, il n'y a plus rien. Voilà. La méthanisation est une question dont les implications sont beaucoup trop graves pour qu'on puisse se permettre de la traiter de manière simpliste et désinvolte. Alors je vous le montre quand même, j'avais tout un tableau sur les alternatives possibles, sur lesquelles on pourra revenir, mais si je suis en dehors de mon temps, j'arrête là. Voilà. Merci Régine pour cette démonstration très claire qui nous permet d'y voir un peu plus clair et à laquelle nos deux grands témoins vont réagir. Philippe Pointreau, peut-être pour commencer, que pensez-vous de cette démonstration et qu'avez-vous à apporter sur le bilan énergétique de la méthanisation? Je C'est pas viens laisser simple. la parole à Xavier en premier. Ah, Xavier. Xavier, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Alors, merci Régine pour cet exercice. Moi, je confirme que c'est extrêmement difficile de trouver des données sur l'énergie, qu'il s'agisse du taux de retour énergétique ou du bilan global, comme Régine le fait. Donc là, je pense qu'on est tous face à cette question, à cette interrogation. Moi, je voudrais apporter quelques éléments sur le dossier énergétique. Alors déjà, un constat qui est un petit peu, je pense, pour moi, très sous-estimé. Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Il a dit la méthanisation, ça permettra de faire rouler des camions ou des tracteurs. C'est vrai pour l'injection, c'est beaucoup moins vrai pour la cogénération, hein, que ce soit clair. Donc, la cogénération, c'est pas une source d'énergie qui est super intéressante par rapport aux autres énergies renouvelables parce qu'on produit en continu de l'électricité qui va dans le réseau. Et on sait bien que le problème de l'électricité, c'est de répondre à des pics, c'est pas de fournir en continu. Donc déjà, la question d'énergie, au-delà du bilan, je la pose sur son usage et l'opportunité de produire ça. Alors, vous allez me dire, je suis en train de faire la promotion de l'injection. Non, je suis en train de dire que dans le débat, il faut distinguer les deux. Et d'un point de vue, pour avoir parlé avec des énergéticiens, pardon, je trouve que là où il y a vraiment question d'un point de vue énergétique, c'est celui de l'injection, pardon. Ce qui pose un problème agronomique parce que l'injection, comme ça coûte très très cher à être pour les raccordements, etc., et on le voit sur le terrain, ça favorise des dimensions qui sont encore plus grandes que la cogénération, hein, qui est quand même historique. Donc, ça pose des questions agronomiques et de développement économique qui sont particulières. Maintenant, je vais encore prendre un pas de recul. Euh, L'intérêt énergétique du biogaz en général, il s'inscrit dans le grand discours de la transition. C'est-à-dire que tout le monde, je pense, a en tête, on va produire du biogaz pour que ça remplace le nucléaire, les énergies fossiles, etc. Et là, je voudrais quand même rappeler ce que Jean-Baptiste Fressos dit, c'est que
cette vision, elle n'existe pas. Elle est purement théorique. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est plus de nucléaire avec le gouvernement Macron. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Plus de gaz importé. Vous avez tous entendu parler des méthaniers qui sont dans les portes et qui sont prêts à remplir les réseaux de gaz, etc. On a donc plus d'offres énergétiques, d'une manière générale, à laquelle on rajoute aujourd'hui une offre énergétique avec le biogaz. Donc, le mot sobriété, pour moi, c'est le mot-clé, point. Aujourd'hui, on l'a tous vu avec la guerre en Ukraine. On a commencé à baisser notre chauffage quand il y a eu des tensions sur les prix, que l'énergie a été moins disponible. Donc, alors effectivement, il y a toujours la pétition de principe dans tous les trucs de développement. On est d'accord pour la sobriété, sauf qu'on ne fait rien sur le terrain pour la mettre effectivement en œuvre. Donc, au-delà des débats, des débats sur le bilan, et je pense que Régine a tout à fait raison de le rappeler en ces termes-là, moi je repose même la question de l'opportunité aujourd'hui, en 2023, de développer encore la méthanisation. Le jour où on se gagnera au mur en termes de rareté énergétique et que ça mettra en cause les équilibres sociaux, etc., le débat sera différent. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument contextualiser les choses. D'ailleurs, ça a aussi des conséquences sur les bilans de gaz à effet de serre, parce que rajouter du biogaz quand les émissions ne baissent pas, on n'est pas dans un régime de substitution. Voilà ce que j'avais à dire sur le chapitre énergie. Philippe Pointreau, c'est à vous. Oui. Bon, moi, je, je m'inscris assez à l'opposé de tout ce qui vient d'être dit, hein. Le bilan énergétique du biogaz, il est quand même assez bien connu. Il y a quand même énormément d'installations en France. Donc, on est à un rapport de 1 à 7 par rapport au gaz naturel. Hein, Aucune. la méthanisation aujourd'hui produit 9 TWh, c'est-à-dire l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire. Bon, nous, l'objectif, c'est d'arriver à 120 TWh d'ici 2050. Alors, j'entends bien Xavier qui dit oui, en ce moment, voilà, on produit toujours plus. Non, le nucléaire est en train de reculer. Il a reculé énormément. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas démarrer l'EPR qui n'a toujours pas démarré, qui nous coûte une blinde. C'est de ne pas d'arriver demain avec des énergies renouvelables, le mix, que ce soit le photovoltaïque, le solaire ou la biomasse, pour éviter de démarrer les centrales nucléaires que nous promet Macron, qui ne démarreront pas avant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc, de toute façon, les centrales nucléaires actuelles vont s'arrêter quand les autres n'auront pas démarré, quoi. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que mettre en place des filières énergie renouvelable, ça ne se fait pas en claquant du doigt en 2-3 ans. C'est des filières qui sont extrêmement longues à développer, quoi. Nous, on travaille sur le biogaz depuis 1980. Finalement, ça n'a démarré qu'il y a quelques années, quoi. Donc, c'est extrêmement long. Voilà. Alors après, on est bien d'accord avec Xavier. C'est bien la base du scénario négawatt dans lequel on est totalement impliqué. C'est la sobriété. Et sans la sobriété, on n'arrivera à rien. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Sauf qu'après, il y a deux autres piliers. Il y a l'efficacité et les énergies renouvelables. Voilà. Donc pour moi, il est clair que si le bilan énergétique de la méthanisation était aussi défavorable que ce que vient d'essayer de nous démontrer Régine, il n'y aurait aucune installation qui fonctionnerait, quoi. Le soutien aujourd'hui à la méthanisation, c'est un prix d'achat donc de 150 euros le mégawattheure. Donc, c'est un prix auquel bientôt l'électricité française sera arrivée. Je veux dire, aujourd'hui, on a un prix d'électricité qui ne cesse de grimper et le prix d'achat aujourd'hui de la méthanisation bientôt sera le prix de marché de l'électricité, quoi. Et juste pour dire qu'il y en a qui disent que ça ne va coûter cher, quand le prix du gaz naturel est monté à 400 euros le mégawattheure pendant la crise avec la Russie, l'État a récupéré 736 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de tout ce qu'il avait donné à la méthanisation précédemment, quoi. Donc en fait, on n'est pas à l'abri encore demain, même si aujourd'hui le prix du gaz a rebaissé, d'une crise énergétique majeure, quoi. Voilà. Après, on dit méthanisation industrielle. Moi, je voudrais qu'on définisse. Alors, je vois bien ce que c'est que l'élevage industriel en Bretagne, hein, et pour moi, le problème, c'est pas la méthanisation, c'est l'élevage industriel, quoi. Je veux dire, vous concentrez en Bretagne aujourd'hui 68% des porcs. Je regardais en 1929, il n'y avait que 10% des porcs en Bretagne. Aujourd'hui, il y en a 59%.
et presque autant que tous les ports qu'il y avait en 1929 en France, quoi. Donc le problème, c'est bien l'élevage industriel, ça n'est pas la méthanisation. La méthanisation, elle est au service de tous les agriculteurs et nous, à Solagro, on accompagne majoritairement des projets collectifs. Alors, vous pouvez les traiter d'industriels si vous voulez, mais enfin, c'est des projets avec une trentaine d'agriculteurs sur le rayon de 7 km. Donc, il y en a un magnifique à Évian, hein, qui n'est pas une région particulièrement industrielle, à Cholet, où on permet de protéger les captages d'eau potable, de mieux gérer les fertilisants. On a aussi des exploitations comme celle qu'on a mise sur Osaé, une exploitation en Dordogne ou un agriculteur qui travaille en bio avec plusieurs autres, donc Luc Charmois. Donc on a vraiment beaucoup de références. Donc moi j'invite Régine à aller voir d'autres projets, de refaire son bilan énergétique, parce qu'il ne peut pas être aussi désastreux que ça. Peut-être vous pouvez en trouver un comme ça, mais sinon l'installation est cool rapidement. Je veux dire, l'agriculteur, il paye, il achète ses kilowattheures, et donc, bien entendu, ça n'est pas ce bilan-là, et il y a beaucoup de références là-dessus, quoi. Voilà, donc moi, je pense que les gens ont peur de la méthanisation parce qu'ils la connaissent mal. Moi, j'invite tout le monde à aller voir des installations vertueuses. Alors, bien entendu, il y a des contre-références, hein. La plus importante a été celle qui s'est faite en Picardie dans la ferme des 1000 vaches. Ça nous a coulé, ça a littéralement coulé l'image de la méthanisation. Il y en a certainement d'autres en Bretagne parce que vous avez tellement d'élevage intensif que forcément ça se couple à la méthanisation, mais on peut faire la méthanisation autrement, collectivement, d'une façon extrêmement valorisante pour les agriculteurs et pour mieux gérer l'ensemble des matières organiques de l'exploitation, quoi. Il y a les fermes de Figeac chez nous dans le Lot. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Allez voir, allez organiser des visites chez ces projets collectifs. Focalisez-vous pas que sur les projets liés aux fermes ultra intensives que vous avez en Bretagne. Votre problème, c'est pas la méthanisation en Bretagne. Votre problème, c'est l'industrialisation de l'élevage. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas supprimé ça, on n'en sortira pas. Donc nous, on accompagne par exemple la métropole de Rennes. On est partenaire du projet Terre de Source. Et Terre de Source s'est engagé sur le projet After 2050 avec l'objectif de réduire l'élevage sur son territoire, quoi. C'est la seule façon de s'en sortir. Après, moi, je veux bien qu'on attende, comme le dit Xavier, que finalement, il y a assez d'énergie aujourd'hui fossile et on n'a qu'à attendre. C'est pas la peine de rajouter du renouvelable là-dessus. Mais le prix d'énergie fossile va monter, les agriculteurs vont être en difficulté. Je rappelle aussi que ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans, c'est que les agriculteurs bénéficiaient d'une détaxation du fioul, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, de 59 centimes par litre, ce qui représentait en 2022 l'équivalent de 1,6 milliard d'euros. Hein, je veux dire, ça, on l'a oublié. Personne ne dit rien. Heureusement, cette taxe va être supprimée, enfin, cette exonération va être supprimée à partir de 2024, mais ce n'est pas ça qui a aidé l'agriculture à développer des alternatives ou même des économies d'énergie sur lesquelles nous on travaille depuis longtemps. Voilà, c'est pas en détaxant le fioul que on se prépare à la crise énergétique qui va nous tomber dessus, quoi. Donc nous, notre problème, il reste toujours là, c'est comment l'agriculture va sortir des énergies fossiles d'ici 2050. Ça va être une priorité, quoi. En 2050, on n'aura plus de pétrole. Enfin, je veux dire, sinon, on va vers une crise climatique profonde qui détruira la biodiversité si chère à Xavier, à moi aussi. Voilà, donc il faut préparer cette transition maintenant d'une façon la plus intelligente possible. Et la méthanisation s'inscrit dans une vision globale. Il faut traiter les questions d'alimentation, c'est ce qu'on fait nous dans le scénario After, mais il faut aussi traiter les questions d'énergie, quoi. Comment on va s'y prendre? Voilà. Merci. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de réactions sur l'onglet Ah, je m'en questions-réponses doute. avec un exemple lorrain, des messages qui vous sont adressés à tous les trois. Il n'y a pas d'installation vertueuse car la filière produit des gaz à effet de serre, nous dit Jean-Pierre. Un mot, Xavier Poux, pour y répondre assez rapidement de manière à faire avancer le débat. Oui, juste pour revenir sur l'aspect énergétique, quand Philippe, tu dis s'il y avait un bilan si désastreux, ça ne se développerait pas, ben, les biocarburants, ça s'est développé avec un bilan
qui était pas très bon. Donc, si on compte tout, je pense que on n'a pas du tout, j'ai pas du tout ton assurance sur les 1 à 7. Et je suis allé sur le site, sur Metalae. Moi, je n'ai pas trouvé de taux de retour Bien sûr, énergétique propre, bien sûr, bien bien fait, sûr, bien bien fait. On va sûr, aller voir sur bien sûr. l'étude de l'ADEME. Ouais. Mais non, ah bah Bon, alors là, bref, voilà. parlons-en. Mais parlons-en. On a cherché, on est plusieurs à avoir cherché à la fois des bilans, à la fois des taux de retour sur investissement énergétique. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et si l'ADEME n'est pas là aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Moi, je suis désolée, mais tu dis qu'il y a des choses. Eh ben, écoute, envoie-nous des références. Je crois qu'on sera un certain nombre à être très content d'avoir enfin des bilans énergétiques parce que tout ton discours est basé sur le fait que la méthanisation produit de l'énergie, alors que moi, je te démontre avec mes chiffres ici, Non, tu n'as et rien tu sais bien, démontré. et tu sais bien que mon exploitation est, ben si, cette exploitation est un modèle tout à fait classique. J'ai 15% de maïs en silage dans mon système. En Bretagne, actuellement, le maïs, c'est l'étude Solagro qui l'a montré, le maïs en silage se développe. Il était de 14 hectares par exploitation il y a 2 ans, il y a 4 ans, il est passé à 18 hectares. Il est peut-être aujourd'hui à 22 ou 23 hectares. On est dans les 15% quasiment de maïs. Or, ça grève complètement le bilan de la méthanisation et ça grève aussi d'ailleurs le bilan à effet de serre. Moi, je dis pas que j'ai raison. Je dis que je n'ai rien trouvé d'autre et je regrette moi aussi. Je connais bien Metalae et j'ai cherché aussi. Alors, c'est facile dans Metalae. Il faut intervenir, il faut entrer et toutes ces exploitations le font. Elles font rentrer de la matière organique de l'extérieur. On valorise des déchets d'IA, d'industrie agroalimentaire, des déchets de bout de steppe, etc. Et ça fait exploser le bilan énergétique. Mais ça, c'est pas l'agriculture qui l'a produit, c'est à l'extérieur. Donc, par contre, le bilan sur l'exploitation agricole, c'est moins d'énergie produite que si on faisait autre chose des 80 hectares de blé, y compris si on faisait des agrocarburants, y compris si on brûlait le blé dans une chaudière, y compris si on faisait du photovoltaïque, c'est-à-dire que la méthanisation, actuellement, c'est la plus mauvaise des solutions qui permettrait de faire produire de l'énergie à l'agriculture. Il y en a d'autres. Moi, je suis tout à fait Merci. favorable à ça, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs. Merci, Régine, Philippe et Xavier.